Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à votre magazine de prédilection Synopsis. Quel rôle doit jouer l'élite pour l'émergence ou le développement de la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général? La question mérite d'être posée au regard de la situation chaotique qui vit les jours les Africains. Pourquoi nous avons saisi au frais cette réalité? C'est parce qu'on a compris qu'une élite, c'est d'abord un postulat pour diriger toute société humaine vers le progrès. L'élite doit avant tout être consciente d'elle-même et de son rôle historique. Par rapport à tout l'ensemble de la société, elle doit être plus consciente, c'est-à-dire elle doit avoir de la société une vue globale ou une certaine vision qui implique en elle les idées et les actes dynamiques sur ce qui touche à la société et à la vie en groupe. Mais cette question de l'élite pose d'énormes problèmes. Elle nécessite que le gouvernement sorte à temps d'un certain inconscience à ce sujet, qui s'efface aussi de l'assistance technique étrangère, les idées en rapport avec notre besoin et notre souveraineté nationale, et qu'un problème de l'éducation de nos enfants qui ne pratiquent pas une politique d'abandon de nos propres valeurs et ou celle de l'étranger. Qui est élite? Qui ne l'est pas? Quel rôle qu'on peut conférer à une élite? Quelle qualité pour une élite? Notre invité va tenter de répondre au cours de cette émission Synopsis. Il s'agit donc de M. Norbert Yamba Yamba. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et président de la nouvelle vision panafricaine. Bonsoir, M. Norbert Yamba Yamba. Bonsoir. M. Norbert Yamba Yamba, donc très léger, comment voyez-vous la question de l'élite intellectuelle pour la République démocratique du Congo en particulier et l'Afrique en général? Merci pour l'opportunité que vous m'offrez. Il faut reconnaître que chaque espace géographique, chaque pays s'organise. Mais pour organiser un pays, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont capables de penser, donner des principes, donner des règles, les mouvementer et les rendre opérationnels. Mais parmi ces hommes, et d'ailleurs ça dépend de ce que peut représenter la force de chaque entité, il faut de vraies élites. Mais ici, les élites seraient écrites parmi les intellectuels, vous l'avez dit, parmi les hommes politiques, parmi les opérateurs économiques, ainsi de suite. Donc on les catégorise dans tous les échelons de la société. Bien entendu, ce sont des hommes, mais d'exception, qui ont de grandes idées, qui ont un savoir immense, qui ont une grande conviction, qui sont capables de transformer leur environnement, qui sont capables de modeler la nature naturelle, qui sont capables de déplacer les montagnes. Et ça se retrouve au niveau des opérateurs économiques. C'est comme ça que vous voyez aux États-Unis, ça marche parce qu'il y a une élite économique de grande envergure. Vous avez des milliardaires, ils détiennent pratiquement le monopole pratiquement de la première position jusqu'à la 41e de position, où vous avez des milliardaires, beaucoup d'argent. Vous avez des intellectuels qui sont des génies, qui inventent chaque jour. Vous avez des hommes politiques qui se servent des idées des intellectuels, qui se servent, n'est-ce pas, de la vision des opérateurs économiques et qui les rendent opérationnels, qui donnent une organisation politique, qui prennent des décisions stratégiques pour booster leur pays. Et ça, c'est un problème en Afrique parce qu'il y a carence. Certes, on a beaucoup de gens qui sont des diplômés, mais ce sont des diplômés des syllabus. Des gens qui, visiblement, ont été à l'école. D'abord, l'école elle-même, elle est souffrante. Elle est même déficitaire. Parce que l'école, qui aurait pu être un cadre de recherche des solutions par rapport aux problèmes qui se posent dans la société, ce n'est plus cette responsabilité, ce n'est plus cette prérogative
pour résoudre les problèmes de la société, mais l'école même devient un élément, un piège pour nous assujettir, faire de nous des petits récitateurs, des petits répétiteurs, bref, des perroquets, que d'aucuns considèrent comme des abrutis fondationnels. Donc, nous avons un problème sérieux en Afrique. Vous avez vu les élites en Chine. C'est les élites, des jeunes gens, mais des intellectuels, de politiques. Ils ont généré des idées et ils ont estimé que ils peuvent changer naturellement leur environnement. Ils l'ont fait. Ils se sont réconciliés avec leur nature, leur environnement, leurs ancêtres. Aujourd'hui, l'Asie est en train de prendre de l'ampleur jusqu'à devenir aujourd'hui la première puissance, n'est-ce pas, économique à parité de pouvoir d'achat. 25 000 milliards de dollars contre 20 000 milliards pour les États-Unis. Vous vous imaginez ça? Qui pouvait penser il y a 20 ans? Il y a 10 ans? Mais parce qu'il y a une élite. Mais lorsque vous avez une élite qui est basée dans la distraction, dans la corruption, dans la sécheresse totale des idées, qui est matérialiste, qui est clientéliste, qui est népotiste, une élite qui ne voit que ses intérêts. Parce que la vraie élite travaille non seulement pour transformer son pays, mais aider à ce que le pays avance, parce que le crédit et la réputation du pays est sa réputation. Et donc, une élite, c'est donc un souverainiste, c'est un nationaliste, c'est un patriote qui a envie de voir son pays fonctionner comme il se doit. Mais l'Afrique a encore des problèmes réels à cause de son élite. Et beaucoup disent que bon, si ça ne marche pas, c'est parce que l'élite n'est pas à mesure de prendre la hauteur de ce qui représente la situation de notre pays. Mais c'est Norbert Yambemba, l'Afrique a encore des problèmes. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui aussi, la confrontation des civilisations ancestrales et judéo-chrétiennes a laissé des séquelles perceptibles sur les comportements de l'homme bantou. C'est ce qui a occasionné cette faillite de l'élite. Oui, vous avez raison et je suis content que vous puissiez grandir de manière exceptionnelle pour comprendre, à faire ce diagnostic. Notre élite n'est pas élite. Parce que notre élite est le résultat de l'impact, n'est-ce pas, des agressions que nous avons subies. Je n'ai jamais cessé de le répéter que nous avons connu une élite exceptionnelle. 35 000 ans, j'allais dire 35 siècles, avant que l'Occident ne nous envahisse. Les agresseurs, j'allais dire, les Babyloniens, les Assyriens, compagnie, etc. Cette élite intellectuelle nous a inventé la médecine, nous a inventé l'astronomie, nous a inventé les mathématiques, la philosophie, l'écriture, etc. Ça, c'était l'élite africaine qu'on appelait autrefois kémites. C'était des hommes d'excellence, des hommes et des femmes, bien entendu. Raison pour laquelle vous avez vu les Grecs venaient apprendre chez nous. Des gens comme Thalès a passé son temps en Égypte antique. Des gens comme Pythagore, il a passé 22 ans sous la direction des prêtres. Quand je dis prêtres, ce sont, n'est-ce pas, les érudits africains. Parce qu'à l'époque, pour être pharaon, il faudrait que vous ayez un savoir immense. Il faudrait que vous soyez reconnu comme un érudit, un grand connaisseur. Et vous êtes entouré de grands prêtres qui sont censés être spécialistes dans les différents domaines bien précis. Et donc, que ce soit Hérodote, Hippocrate aujourd'hui qui est devenu le père de la médecine, il a été en Afrique. C'est en Afrique qu'il a appris la médecine. Et dernièrement, j'ai eu même une vidéo où on fait une intervention chirurgicale sur la tête de quelqu'un. On enlève le crâne, etc. Et on opère et on remet par certains villageois avec des pinces traditionnelles.
c'est que nous avons été à la base de cette médecine et qui a permis véritablement que nous puissions vivre pendant 35 siècles. Mais nous avons été affaiblis, nous avons été agressés, et agressés non seulement par la traite négrière. Vous savez qu'au XVe siècle, nous avons connu l'arrivée des agresseurs, comme l'Occident, parce qu'il y avait une révolution commerciale chez eux. Ils avaient besoin des gens, des hommes et des femmes qui devraient aller travailler dans les plantations, dans des champs. Raison pour laquelle ils sont venus, ils ont dépeuplé l'Afrique. Parce que, croyez-moi, au XVe siècle, la femme de Cheikh Anta Diop, elle venait de mourir, paix à son âme, elle est géographe, professeure d'université, démontraient que l'Afrique était le pays le plus peuplé du monde, avec 800 millions d'habitants à l'époque. Mais le dépeuplement à cause de la traite négrière a porté sur 200 à 300 à 500 millions de personnes déportées. Beaucoup sont morts. Les personnes sont mortes en cours de route, etc. Et c'est comme ça que certains ont été vendus aux Amériques, d'abord Amérique centrale, Amérique du Sud et Amérique du Nord, etc. C'est là qu'on crée aujourd'hui ce qu'on appelle les afro-descendants. Et quand vous regardez dans les Caraïbes, que ce soit en Guyane, en Guadeloupe, j'allais dire dans les Antilles, il faut traverser même au niveau de la Nouvelle-Calédonie, en Haïti, à la République dominicaine, etc. Vous trouverez vraiment des Noirs qui, visiblement, forment aujourd'hui l'Afrique caraïbe. Et donc, cette agression a beaucoup joué. Et n'oubliez pas que cette agression a continué jusqu'à aujourd'hui. Non seulement la traite négrière, et après la traite négrière, qui a occasionné le travail des amants des muscles dans des plantations, mais on est revenu sur la colonisation avec la révolution industrielle. Mais M. Norbert Yambem, vous ne voyez pas que cette agression est une faiblesse de notre part? Quant à nos faiblesses, elles constituent également un moyen facile ou naturel de maintenir les colonialismes anciens et de faciliter l'avènement du nouveau. Il faut reconnaître une chose, c'est que, cher Kabia, les Occidentaux se sont fait un égrégore. C'est-à-dire ils se sont fait l'idée selon laquelle ils sont un peuple élu. Vous savez, les 12 tribus des Juda. Oui. Ils se disent que bon, c'est eux qui sont élus par Dieu. D'ailleurs, c'est une fomentation, c'est une machination, ça n'existe pas, il n'y a pas de peuple élu. Nous tous, nous sommes des enfants de Dieu. L'énergie qui a créé le monde, etc. Mais ils ont mis en place un paradigme. Le paradigme qu'on appelle hérocentrique. C'est-à-dire seule la civilisation européenne, elle est idéale, est universelle. Les restes des civilisations sont primitives, ça n'existe pas, etc. Et donc, ils avaient mission de circuler à travers tous les coins et recoins du monde pour civiliser les gens. Cette force de domination est une entorse grave, j'allais dire gravissime. Parce que ce n'est pas vrai, c'est démontré maintenant qu'il n'y a pas de civilisation idéale, qu'il n'y a pas de civilisation universelle, il n'y a pas une culture qui soit supérieure à une autre, etc. Et ils avaient un certain nombre d'outils pour se servir de manière à pouvoir nous neutraliser. Et je n'ai jamais cessé de le dire au travers de la religion, où on a neutralisé notre spiritualité, parce que, croyez-moi, avoir des génies, je crois vous l'avoir dit, nous étions une puissance militaire, une puissance économique, une puissance scientifique, une puissance culturelle. C'est pas 35 siècles avant que l'Occident ne prenne position. Et donc, aujourd'hui, avec la religion, on nous a dépouillé de notre spiritualité parce que le génie propre d'un espace géographique ou d'un peuple est le résultat de sa capacité spirituelle. Mais M. Norbert... Et j'en suis beaucoup. Oui. Et donc, l'Occident a tout fait pour nous enseigner sa religion, pour nous dire que tout ce que nos ancêtres ont pratiqué, c'est donc de la foutaise, les histoires du diable, c'est des choses qui ne peuvent pas nous servir au développement.
Et qu'ils sont venus avec leurs valeurs, leur religion, leur spiritualité, etc. Et il faut suivre ça avec un montage d'un Dieu exclusiviste. Et ils ont mis en place des scénarios tels que Dieu est blanc, avec des barbes blanches, les anges blancs, Jésus lui-même blanc, etc. Et le diable, il est noir, il est appelé à vivre dans l'enfer, etc. Au point où nous avons inhibé, nous avons supprimé nos capacités de générer, d'inventer, compagnie, etc. Nous qui avons été le père de la médecine, nous ne pouvons plus rien faire parce que tous nos praticiens étaient considérés comme des sorciers, etc. Nous qui avons été, n'est-ce pas, les pères de mathématiques, parce que la tablette aujourd'hui, qu'on appelle les bâtons du Shango, c'est démontré, il y a 37 000 ans. C'est à l'est de la République, etc. Toutes ces mathématiques qui sont à la base de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Les tablettes aujourd'hui, ça c'est l'Afrique. Mais on en est où? Mais c'est Norbert Yambemba. La société congolaise aujourd'hui, dans sa grande majorité, est monothéiste, mais simultanément, elle croit aux forces surnaturelles, en l'existence également de phénomènes secondaires agissant positivement ou négativement sur l'homme. C'est dans cette optique qu'ils font recours à la fois à Dieu, aux fétiches, aux mânes, aux ancêtres pour des guérisons et pour conjurer, je dirais, les mauvais sorts. Mais maintenant, aujourd'hui, lorsque vous parlez du paradigme en faisant allusion à la spiritualité, selon vous, on doit bannir la spiritualité ou le christianisme tel que venu ou tel que les Blancs l'ont amené chez nous, ou soit on doit avoir une autre perspective de voir les choses par rapport également à ce christianisme. Non, nous sommes en train véritablement de faire un effort pour que nous puissions avancer. Mais les Blancs eux-mêmes, ils ont fait un diagnostic. Ils ont très clairement demandé pardon parce que et qui nous ont amenés à la religion se sont excusés. Ils disent, mais ce que nous vous avons amené, c'est faux. On vous a trompé. Et vous dites bien qu'il y a eu des religions importées, occidentales et orientales. Il y a la filière abrahamique, les enfants d'Abraham, Ismaël, Isaac. Isaac a créé la filière judaïsme, christianisme, et Ismaël la filière islamique, les musulmans. Ils sont venus. Les arabo-musulmans nous ont infantilisés, nous ont décimés, 8 millions de morts. Ils ont déporté 17 millions de personnes. Quand vous regardez, vous allez en Turquie, vous allez en Iran, vous allez en Irak, en Arabie Saoudite, il y avait des Noirs qui ont été déportés. On n'en trouve plus. Ils ont été décimés, mais ils étaient de l'ordre de 17 millions. Et puis bon, en Europe, vous avez, en Amérique, il y a des Noirs, je vous ai dit, 500 millions de personnes. Et j'ai dit qu'ils ont utilisé un appât, la religion. Ils n'ont pas utilisé seulement la religion, mais ils ont utilisé l'enseignement, les modèles d'éducation, où ils voulaient avoir des hommes qui devraient les accompagner comme serviteurs, des commis, etc. Pas des hommes pour inventer, pas des hommes pour transformer leur environnement, mais c'est pour servir le blanc. C'est comme ça que même aux États-Unis, vous savez, il y a des esclaves des champs et des esclaves de maison, qu'on appelle les domestiques, qui étaient tout plus proches du blanc, etc., et qui adoraient le blanc. Et les champs, et les gens qui travaillaient aux champs, etc. Donc nous, on a travaillé comme des amants de muscles. Et donc, nous n'avions pas un système d'éducation qui permettait véritablement de créer des technologies pour fabriquer, par exemple, des caméras, pour fabriquer des chaises, etc. Il n'y en avait pas. Parce que nous, on était juste pour accompagner les Blancs, servir, devenir des serviteurs. Raison pour laquelle, non, excusez, oui. On a créé, par exemple, des écoles
de D4, de PP5, D6 à l'époque, justement pour savoir écrire, lire et calculer, justement, et puis savoir servir le blanc au travers les signateurs, rédiger des lettres, etc. C'était ça. Donc, nous n'avons pas fait un effort, à cause de cette agression, de pouvoir réfléchir sur l'astronomie. Comment voler à l'air, comment découvrir d'autres planètes, comment fabriquer des véhicules, comment fabriquer des téléphones, comment transformer, par exemple, les aliments que nous mangeons, etc. Rien du tout. Et là, nous devenions, par ces systèmes éducatifs, des perroquets. Un agronome qui aurait pu savoir créer des techniques culturelles modernes, lui non, il bloque ce que le blanc a fait comme recherche, etc. Et il commence à bloquer. Mais c'est Norbert Yamba. Vous avez évoqué un certain nombre de problèmes par rapport également à l'évolution de l'homme tel que colonisé par le blanc. Mais la question, ou la plus grande question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres, est aussi celle de savoir, est-ce que notre passé philosophique colonial ou précolonial nous prédispose-t-il en nous affirmant des personnalités fortes, fières et dynamiques? Le Congo, notre pays, peut-il vraiment sauvegarder une telle personnalité, quel qu'elle soit, en adoptant en bloc les acquis de la science et de la technique? Oui, mais parce que nous avons vécu ça, non? Nous avons vécu 35 siècles de puissance militaire, de puissance économique, de puissance scientifique, de puissance politique. Nous avons dominé le monde entier, nous étions plus puissants. Ce n'est qu'après 35 siècles, etc., avant l'ère chrétienne. Mais il a fallu pérenniser cette grande puissance. Bien entendu, mais le processus atopique que les Occidentaux nous ont succédé, mais aujourd'hui, ils sont en train de transférer la puissance en Asie. Nous sommes dans un système de rotation. C'est ça. Qu'est-ce qui sait demain si ça ne va pas revenir en Afrique? Parce que c'est très clair qu'aujourd'hui, il est démontré que bon, l'Eldorado sera en Afrique. Toutes les ressources du monde, etc., ça se trouve en Afrique. La jeunesse active, ça se trouve en Afrique. L'espace géographique, ça se trouve en Afrique. Et donc, c'est question seulement que nous puissions rechercher comment revenir vers la bifurcation pour construire notre pensée autonome, pour que nous ayons de vraies élites qui travaillent, s'ils sont intellectuels, ils font la recherche, mais qui deviennent des trouveurs pour nous dire nous avons trouvé, par exemple, le seau, nous avons trouvé la chaise, nous avons trouvé la table, vous pouvez l'utiliser à ce soir, là. Et on crée des usines, et ces usines nous fabriquent, et nous pouvons vendre, nous pouvons utiliser, etc. Ça, on en a besoin. Oui. Mais aujourd'hui, il est malheureux de constater que sur les 500 premières universités du monde, l'Afrique est gauche, il y a 4 universités. Il y a 3 en Afrique du Sud et une université en Égypte. Mais quelle position? C'est dans les 400. Tu vois? Et donc, non seulement nous n'avons pas une bonne formation, mais nous n'avons pas encore fait notre réunion publique pour savoir qu'est-ce que nous devons faire, quel devrait être notre agenda stratégique, quel type d'enseignement, parce que l'enseignement qui nous a été donné a été pollué, le système politique qui nous a été donné par les envahisseurs, c'est un système fondamentalement occidental qui est basé sur les droits gréco-romains, gréco-romano-germaniques, la démocratie que nous tentons de réaliser, mais qui véritablement constitue pour nous un piège et ça ne nous permet pas de nous en sortir. Il faut se poser ces questions. Aujourd'hui, l'Occident s'est organisé avec les médias. Quand vous êtes au Congo, dans tous les pays francophones, tout le monde n'attend que RFI se prononce sur quelque chose pour dire que c'est vrai, n'attend que France 24, n'attend que France 2, etc. Donc, nous... On ne considère pas nos médias. Nos médias, encore que si nos médias sont fonctionnels, ils veulent faire comme les médias occidentaux. Or, les médias occidentaux ont un message à passer, faire comprendre aux Africains que c'est les unités de mesure, c'est les référentiels, c'est qu'il faut imiter. C'est comme ça que vous voyez, même
la manière de s'habiller des jeunes gens, quand c'est fait aux États-Unis, fashion, tout le monde veut s'habiller en fashion. Nos femmes, pour rester nues, restent nues. Ne pas respecter les hommes, ne respecte pas les hommes, parce que, semble-t-il, l'émancipation, etc. Toutes ces valeurs occidentales sont véhiculées par des médias, etc., qui deviennent des modèles référentiels. Mais quand vous regardez les États anglophones, il faut quitter l'aéroport, vous allez voir des grands panneaux, etc. C'est écrit BBC, tantôt CNN, donc tous ces médias qui font fureur, qui sont... Excusez, oui. De prédilection. Quand vous êtes dans les pays francophones, vous avez des médias comme RFI, compagnie, etc. Quand vous quittez l'aéroport, vous avez des panneaux avec la publicité, etc. Mais nos grands médias comme Afrique Média, Voice Afrique, Africa 24, etc., Afrique numéro 1, les Africains ont difficile même de s'organiser pour avoir des médias très professionnels. Nos opérateurs économiques, nos opérateurs politiques, lorsqu'ils veulent lancer un message, la tendance générale, c'est d'aller dans les médias importés, dans les médias occidentaux. Ils ne veulent pas passer par nos médias, ils disent que nos médias n'ont pas d'audience. Comment nos médias peuvent avoir de l'audience si vous ne passez pas par là, vous ne donnez pas de moyens? S'il y a un problème qui se trouve à Ituri aujourd'hui, donc nous sommes considérés comme des sous-hommes. Nos médias ici. Des sous-hommes, mais c'est normal. Oui, c'est comme ça. Et ils sont même arrivés. Vous n'avez jamais à lire Gobineau. Quand il dit que nous sommes des êtres inférieurs, nous sommes des sous-hommes, vous n'avez pas tort. On vous dit que c'est le blanc, et après le blanc, c'est l'arabe, et après l'arabe, ce sont les noirs, et après les noirs, ce sont les singes, c'est tout. Ils ont même mis cette organisation-là. C'est nous qui devons démontrer que nous sommes des humains et que nous avons vécu 100 000 ans avant qu'aucune race ne puisse vivre dans le monde. Mais il faut avoir de l'élite et nous revenons à notre sujet de base. Mais face à ces problèmes... Avec quel type d'élite? Mais c'est Norbert Yambemba, face à ces problèmes, en fait, notre prison, je dirais, en grande partie, l'œuvre du colonisateur, est-ce que cela nous assure-t-il des chances de progresser sans conflit, à un rythme que nous nous fixerions nous-mêmes, sans trop nous lier au système occidental? Parce que par là, il y a également l'influence étrangère qui trouve un moyen facile pour s'exercer dans certains pays africains. Oui, mais c'est ça justement. Mais l'Occident, il est tellement malin qu'il a mis beaucoup de pièges. Il a mis en place un paradigme qu'on appelle paradigme occidental, qui est hérocentrique. C'est-à-dire la rentabilité de ce paradigme est testable. Excuse beaucoup. Ils exploitent nos richesses. Oui. Ces richesses sont transportées à l'état brut. Ils vont créer des richesses chez eux, ils vont créer de l'emploi chez eux, et ils nous retournent avec des produits manufacturés. Et donc, tout ce que nous avons comme potentialité en termes de ressources, etc., ne nous servent pas. C'est ce qu'on appelle le paradigme occidental. Alors, nous avons besoin d'une élite exceptionnelle, d'une élite compétente, etc., pour que nous puissions trouver notre propre paradigme. Le paradigme que nous voulons, c'est fondamentalement africain, afrocentrique, où nous avons une rentabilité interne. C'est-à-dire comment faire en sorte que nous ayons une intelligence avec des matériels qui nous permettent d'identifier nos ressources que nous avons et de les transformer, de les commercialiser, de créer des richesses additionnelles, de créer de l'emploi pour que cette jeunesse active africaine majoritaire, parce que nous avons 77% de la jeunesse africaine qui est de moins de 35 ans, trouve du travail, rien. Et donc nous avons intérêt que nous puissions mettre sur pied ce paradigme-là. Mais là, nous sommes butés à un problème réel. Lesquels? D'abord, l'Occident a mis des pièges comme les écoles ésotériques, mystiques. C'est ce qu'on appelle les écoles philosophiques. Est-ce qu'on ne peut pas déjouer ces complots? Non, mais c'est justement ça. Oui. Combien de personnes aujourd'hui, pour avoir telle ou telle responsabilité, est devenue formation, est devenue entre dans la Rose de Croix, Lions Club. Et les Asiatiques ne sont pas restés bras croisés, ils ont amené le Maïkari, etc. Et donc, on est dans cette situation-là où on prend notre élite, on l'assiège, il ne peut pas faire ce que nous pouvons
nous voulons, nous, pour transformer notre société, il faut faire pour l'intérêt des Occidentaux. On crée donc un système patrimonial au service de puissant argent en créant une sorte de mendicité internationale. Et donc, toutes nos élites, que ce soit politiques, scientifiques, économiques, travaillent au service véritablement de l'Occident. Il n'y a pas que ça. Et, bon, nous avons également la situation que l'aide que nous recevons. L'assistance financière. L'assistance technique, l'assistance financière, etc. Vous avez la Banque mondiale, vous avez le Fonds monétaire international, il y a des banques régionales, comme le Fonds européen de développement, vous avez FIDA, Fonds international de développement agricole. Est-ce que toutes ces banques citées sont pour une politique expansionniste? Bien entendu, ce sont des instruments de pénétration. Et alors maintenant, nous, comme nous ne réfléchissons pas, nos élites ne sont pas capables d'inventer. Parce que imaginez-vous, si nous avons les foufous, comment nous pouvons mettre en place des dispositifs d'avoir une machine qui nous fabrique le foufou à grande échelle? Comment nos intellectuels peuvent nous inventer, n'est-ce pas, des techniques culturelles qui nous permettent d'avoir, n'est-ce pas, des boutures de manioc, un art puisse nourrir, par exemple, 1 million de personnes? Comment arriver à ça? Parce qu'aux États-Unis, c'est 8% de la population qui fait l'agriculture. Mais nourrit, c'est plus de 350 millions d'habitants. Et on exporte. Alors, on va arriver à ce niveau-là quand? Et c'est comme ça qu'il faut se détacher naturellement de ces écoles ésotériques. Il faut se détacher des ONG, parce que les ONG, elles aussi, ont une mission. Elles viennent juste pour préparer le terrain, elles viennent pour construire la paresse auprès de la population, des donations. Et puis, bon, ils mettent en place un système de copinage. Et quand ils auront terminé, les médias ont travaillé, les ONG ont travaillé, les fondations ont travaillé. Et puis, bon, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale organisent des marchés publics, etc. pour dire, bon, nous venons vous aider, voilà les travaux. Mais entre-temps, ils posent des conditions. Ne peut faire ce travail-là que quelqu'un qui a une expérience internationale. Or, nous n'avons pas des entreprises qui ont des expériences internationales, qui, heureusement, ce sont eux qui viennent et qui gagnent ces marchés dont on nous donne comme crédit, etc. et rentrent avec cet argent. Tu vois? Et regardez dans tous nos ministères, vous allez trouver, par exemple, des grands projets qui sont dans ces ministères, financés de l'extérieur, soit par les chancelleries, les services de coopération, c'est pas des Occidentaux, etc., ou des Asiatiques, soit par la Banque mondiale. Mais il y a des agences, et il y a des assistants techniques qui viennent et qui conçoivent des politiques pour nos ministres. C'est gravissime. Et toutes les réformes, toutes les réformes institutionnelles sont réalisées par ces projets-là. Et nos intellectuels, notre élite n'est pas capable de concevoir des grandes réformes par rapport à notre situation. Regardez, je suis spécialiste des questions de décentralisation au modèle occidental. Oui. Mais cette décentralisation ne réussit pas chez nous. Pourquoi on ne peut pas inventer un autre modèle? Et nous avons des docteurs en sciences politiques, nous avons des docteurs en droit, des spécialistes de ceci ou de cela, etc. Mais qui, en réalité, sont essentiellement des perroquets. On est en train de restituer ce que l'Occident a inventé, mais on ne peut pas réfléchir en disant, regardez dans nos villages, on n'a pas besoin de dire que telle entité est décentralisée, telle autre ne l'est pas. Parce que quand vous arrivez dans un village, dans un groupement, vous savez qu'il y a même des limitations entre le village et entre les groupements, etc. Mais c'est déjà décentralisé. Pourquoi on ne profiterait pas véritablement de cette organisation ancestrale pour mettre en place des dispositifs théorisés, modernisés, qui nous permettent, nous, de vivre sans beaucoup de difficultés? Mais M. Norbert Yamba, en ce qui concerne, bien évidemment, l'utilisation de moyens de transformation ou des productions modernes, nous ferons simplement remarquer qu'elle est aussi l'aboutissement réfléchi d'une conception du monde et de l'ordre social bien établi. Par là, philosophiquement parlant, je voulais dire, un outil a une raison d'être. Celle-ci, du moins chez les élites, doit précéder la fabrication de l'outil, bien évidemment. Concept et outil doivent ensemble être justifiés par la signification même du travail. Mais vous ne voyez pas que, en tout état des causes, faut-il vraiment que les Bantous, tributaires de l'étranger,
prétend réellement être libre face à une telle situation? Par là, je voulais que vous puissiez répondre à cette question. Quelle qualité qu'on peut conférer aujourd'hui à une élite? Mais l'élite, notre élite est en déperdition. C'est une élite des containers. C'est une élite en perfusion. C'est une élite démodée, dépassée. C'est une élite sans avenir. C'est une élite déficitaire. Et il n'y a pas d'élite. Il n'y a pas d'élite. Parce qu'en réalité, on n'a pas un modèle référentiel. Le modèle est occidental. Or, l'Occident, donc il nous a soumis dans une prise de finition. Et on ne peut pas s'en sortir. C'est ça, en fait. Et donc, nous avons intérêt aujourd'hui de reconstruire notre spiritualité authentique, de rétablir notre conscience historique, pour comprendre que nous avons vécu des millénaires et nous avons un patrimoine culturel. Il faut réhabiliter ce patrimoine. Il faut se poser des questions sur les différentes religions que nous avons, parce que les religions ont trouvé un terrain de prédilection. Vous ne pouvez pas imaginer que sur l'ensemble du pays, vous avez plus de 7500 églises qui sont venues essentiellement pour dire qu'on vient changer la situation et qui prient à longueur de journée et la situation ne change pas. C'est pas possible. Vous savez que la religion n'est pas une croyance. Mais croyez-vous que la plupart des gens qui prient n'ont pas des résultats escomptés, n'ont pas obtenu gain de cause? Mais il y a des miracles qui se font passer là. Il y a des miracles parce qu'on s'est acheté un costume, parce qu'on s'est acheté une maison, parce qu'on s'est acheté... Et lorsqu'on est malade? J'ai porté les babouches, maintenant j'ai des chaussures en cuir, j'ai une voiture, Dieu m'a béni, etc. Et pourtant, il y a même des gens qui ne prient pas, qui sont presque partout à travers le monde et qui ont ces matériels-là. C'est pas ça. La société ne fonctionne pas simplement, c'est que parce qu'on m'a guéri, mais à l'hôpital on nous guérit, non? Pourquoi les pasteurs finissent par aller à l'hôpital? Pourquoi ils finissent par aller... Mais c'est Norbert Yambama, parmi les paradigmes, vous parlez également de la spiritualité. Mais la spiritualité, celle des pasteurs, c'est de la religion importée. Va seulement discuter dans une ambassade avec un pasteur, on va lui donner le visa avant vous. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train véritablement de travailler pour nous endormir. Parce que nous n'avons pas de génie. Nous avons des problèmes aujourd'hui, des enfants de la rue qui ont besoin d'être nourris, etc. Mais nous avons besoin d'avoir des champs qui produisent, où nous avons l'alimentation pour servir ces gens. Mais quelle spiritualité? On doit prier à longueur de journée pour un personnage qui est né dans un contexte bien déterminé, etc. Et c'est là, il existe une littérature abondante qui montre que ce que nous sommes en train de prier a été monté et fabriqué par Constantin le Grand, etc., qui voulait avoir la domination, avoir l'emprise sur l'ensemble des gens. Alors vous dites non, nous allons même prêcher ce qui... Ouais, bien arrêtez des conneries. Mais vous les prêchez, mais entre-temps, ils fabriquent des avions, entre-temps, ils fabriquent des véhicules, entre-temps, ils fabriquent des sous-marins, entre-temps, les populations vivent bien. Mais nos enfants quittent nos pays pour aller là-bas. Et pourtant, nous sommes en train de crier. Pourquoi aujourd'hui, vous dites on guérit les maladies? Mais vous ne savez pas la notion d'égrégore. Même Jésus, quand il le faisait, dans le contexte qui est le leur, tu es guéri, il dit, ta foi t'a guéri. C'est démontré. Ça s'appelle l'égrégore. C'est-à-dire la connexion entre le monde physique et le monde métaphysique. Et nous avons nos ancêtres qui sont dans le monde métaphysique, qui sont vivants, qui auraient pu véritablement nous inspirer. Rien, on nous a coupés. Parce que c'est la religion qui est venue. Tous vos ancêtres sont des sorciers. La coutume, c'est la sorcellerie. Arrêtez. Arrêtez. Est-ce que quand vous entrez dans l'histoire de la maçonnerie, quand vous entrez dans l'histoire de tous ces cercles ésotériques, etc., il y a des avantages et des désavantages. Comment seulement chez nous, notre société? Comment pouvez-vous quelqu'un qui quitte votre village, je ne sais pas, à Kazumba ou je ne sais pas où là, ou à Miyabi, et il va à Paris la nuit et il rentre, il fait des allers-retours 4 fois. Quelle vitesse! Mais les changements ont survenu dans presque tous les domaines. Mais alors, maintenant, pourquoi on ne peut pas faire une étude pour savoir quel type d'énergie transporte cet homme qui quitte Miyabi jusqu'à Paris, rentrer avec une vitesse qui dépasse les bornes? Mais il faut réfléchir sur ça
Il faut théoriser sur ça, il faut moderniser ça pour que nous inventions nos avions qui nous permettent de marcher en vitesse de ce que représente le sorcier. Revenons à notre sujet. Mais tout ça, ce sont des blocages réels. Parce que vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui changer la situation si vous n'avez pas des hommes et des femmes qui inventent. Or, nous avons l'opportunité, n'est-ce pas, d'inventer au travers certains dons que nos compatriotes ont reçus. Chez eux, lorsque tu es rangé, tu es mentaliste dans le service militaire américain, tu peux te concentrer et tu peux voir, vous dites, je vais voir Paris. Tu regardes, tu te concentres et tu vois Paris. Je dis, je vais voir Champs-Élysées. Et tu vois Champs-Élysées, tu écris, on fait des calculs. Regardez, quand vous allez dans nos villages ici, il y a des gens qui sont spécialisés en Bassou. Mais pourquoi nous ne pouvons pas théoriser ça? Pour que pendant la guerre, nous puissions utiliser la bombe en Bassou. Quand ça descend, donc, nous gagnons la guerre. Oui. Alors maintenant, les Blancs diront, non, c'est la sorcellerie. Or, et quand ils nous envoient le coronavirus, quand ils nous envoient Ebola, etc., donc on dit que ce sont des bactéries qui sont utilisées, c'est la science. Mais pourquoi nous ne pouvons pas, nous aussi, nos potentialités qui sont les nôtres, nous les utilisons comme science? Parce que, croyez-moi, les gens disent, mais écoute, c'est la sorcellerie. Effectivement, c'est le langage de l'homme blanc. Parce qu'il nous a amené la notion de diable, il nous a amené la notion d'enfer pour nous faire peur. Et puis, Constantin le Grand, vous savez, il était très malin. Il dit, aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis. Parce que quand ils viennent, ils vont nous faire souffrir, ils deviennent nos ennemis, mais nous devons prier pour eux. Entre-temps, ils continuent à prendre nos effets. Maintenant, vous voulez faire quoi à la place? Venger contre? Non, je parle de l'aspect d'obéissance. Oui. L'inhibition, c'est pas de la révolte. C'est-à-dire que toute la tendance, lisez un peu beaucoup de passages. Quand on te frappe par ce jour, il faut donner c'est l'autre jour. Mais la vengeance et la rétribution est à Dieu. Voilà, c'est cette imbécilisation qui fait défaut et qui nous a complètement assujettis, desservis, et nous ne pouvons rien faire. La rétribution est à Dieu. Il va venir quand? Je te dis la vérité, non, il dit à tout donner, il a donné le cerveau, il a donné l'environnement, il dit, mes amis, vous êtes différents des animaux, transformez votre environnement. Vous dites la rétribution. Mais il a mis des lois, il existe des lois en Occident, il existe des lois chez nous. Nous avons le Mahat, où vous trouvez des différents principes, etc. Alors maintenant, quand ils sont venus, ils nous ont enseigné que non, la rétribution est à Dieu. Alors ils peuvent faire n'importe quoi, n'importe comment, comme ils ont coupé les bras, ils avaient des Bibles dans leur sac, avec des revolvers. Quand vous refusez, on vous tue. En Chine, ils ont fait la même chose. Les Chinois ont refusé, mais ils ont imposé les Chinois. Pendant les périodes de disette, ou de famine, ils imposaient le baptême, moyennant un verre de riz. On appelait des chrétiens de riz. C'est comme ça qu'en 1949, les Asiatiques, notamment les Chinois, les Chinois ont refusé. Ils ont chassé les prêtres, ils ont chassé les pasteurs, ils ont chassé les imams, etc. Ils se sont réconciliés avec leurs ancêtres, etc. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de prendre le défi sur le plan économique. C'est vrai que les Américains tardent encore. Il doit y avoir beaucoup d'années pour qu'ils lâchent la suprématie militaire. Mais on sent que cette réconciliation avec leurs ancêtres permet véritablement aux Chinois de prendre le défi. Or, nous ici, au moment où ceux qui nous ont amené la religion sont en train de réfléchir pour inventer les produits contre le coronavirus, nous on est en train de prier, en train d'organiser, de prier, Dieu va nous aider, et ceci et cela. Mais c'est Norbert Mbemba, quelle utilité pratique présente pour le Congolais dans son état actuel de grave tension, je dirais même une accumulation minutieuse et technologique de faits tragiques dont il est encore contemporain actuellement? Quelle pratique pour résoudre ces genres de problèmes? Première chose, nous avons un défi politique. Il faut abandonner la politique occidentale qui est basée sur la démocratie. C'est un piège, on ne s'en sortira jamais. Allez-vous faire une démocratie avec 1% de la population? Presque dans tous nos villages, on ne connaît pas ce que c'est une constitution, on ne connaît pas les lois de la République, et même parmi les intellectuels à nous, etc., on ne connaît pas les lois.
Alors maintenant, c'est inspiré par exemple du droit gréco-romain, etc. Il faut laisser ça. Il faut reconstruire notre propre arrangement institutionnel parce que nous avons vécu 35 siècles, nous avons une confédération des royautés. Pourquoi nous ne pouvons pas revenir naturellement à la création d'un seul État africain qui, visiblement, aura ses empires, aura ses royaumes, avec une formule qui sera consacrée au travers les valeurs qui sont les nôtres. Deuxième chose, nous devons revisiter le système d'enseignement. Cet enseignement que nous recevons ici, c'est l'enseignement d'assujettissement des services, des serviteurs, etc. Il faut un type d'enseignement qui nous permette de répondre à nos besoins. Si nous avons besoin de techniciens, formons les techniciens. Si nous avons besoin, de pilotes, formons les pilotes. Créons pas des enseignements des perroquets, des récitations, etc. Ça, nous voulons quitter cet enseignement des récitations vers un enseignement des questionnements, qu'on se pose des questions, parce que nous avons la nature naturelle. Excusez-moi, c'est normal. Mais vous m'avez posé une question, il faut que je réponde. S'il vous plaît, il y a une question par rapport à votre première réponse. Vous voyez, aujourd'hui, la Constitution qui ont donné naissance à nos États et qui les régissent, ne sont-elles pas inspirées par leurs intérêts ou bien l'intérêt occidental et leur philosophie? Tel que vous l'avez dit, il faut maintenant éviter cette politique étrangère. Mais par rapport à cette situation où on se retrouve déjà devant une constitution qui a déjà été entérinée sans que les citoyens ou les Congolais puissent en maîtriser les contenus. Comment faire pour résoudre ce genre de situation? Mais écoute, je vous ai dit que la plus grande université, la première université du monde, c'est à Tombouctou, c'est au Mali. La première constitution, c'est au Mali encore, avec le règne de Soudiata Keïta. C'est en Afrique, qu'on appelle le Kouroukoufouga, avec 44 articles. Il n'y avait même pas de charte à l'échelle mondiale. L'Occident n'en avait pas, mais nous en avions ça. Mais nos chercheurs ne font pas de recherches par rapport à ça. S'il n'a pas encore copié Montesquieu, s'il n'a pas encore cité je ne sais pas qui, il ne peut pas dire qu'il est intellectuel, tu vois. Mais entre-temps, si vous allez dans nos villages, nous avons survécu 35 siècles, c'est qu'il y avait de l'ordre social, il y avait des droits. Pourquoi nous ne pouvons pas réfléchir pour capitaliser ce que les ancêtres ont fait? Mais il y avait par exemple l'empire de Mossi. C'était un empire où l'organisation politique était divisée même en organes. Il y a organes de ceci, organes de cela, organes de cela. Nous pouvons profiter de ça et nous théorisons, nous modernisons. Vous voyez, quand vous êtes dans le royaume Congo ici, quand vous êtes dans le royaume Cuba, quand vous êtes chez les Boami, il y a une très grande organisation qui ont été complètement dénaturées par les envahisseurs, etc. Et on a besoin qu'on ait des intellectuels, pas pour répéter ce que les Occidentaux ont fait, mais pour interroger, questionner ce que nos ancêtres ont fait, comment nous pouvons théoriser cela, comment nous pouvons moderniser cela pour que cela puisse nous servir de manière que nous ne soyons pas piégés. On fait la démocratie, et puis la même personne qui dit qu'il est démocrate, c'est lui qui envoie les militaires pour arrêter les gens, la même personne qui dit qu'il est démocrate, il se replie dans son village, il se replie dans sa tribu, il se replie dans sa région, etc. Donc ça ne correspond pas à nous, nous devons inventer. Nous avons connu ce qu'on appelle la confédération des royautés. Il y avait des empires, il y avait des royaumes. Revenons à ça. Et donc créer un État fédéral d'Afrique et configurons cet État fédéral sur base des valeurs qui sont les nôtres. Ça, je t'ai dit ça. Il y a aussi le système éducatif. Ce n'est pas une éducation de servitude, une éducation d'esclaves, mais une éducation de questionnement qui nous permettent de trouver des solutions par rapport aux besoins qui sont les nôtres. Nous devons également retravailler ce que nous appelons nos médias pour faire comprendre que nous aussi, nous avons quelque chose à présenter. Nous aussi, nous pouvons participer à la redéfinition de l'ordre international. Il n'y a pas que ce que dit l'Occident qui est bon. L'Occident a démontré véritablement ses limites. C'est comme ça que vous voyez des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme Malaisie, tous les dragons et les tigres asiatiques, la Corée du Sud, Singapour, aujourd'hui. Ils ont été dans les mêmes situations que nous, mais ils se sont réconciliés avec leurs ancêtres. Nous avons également intérêt que nous puissions créer nos propres confréries, qu'on soit
qu'on quitte la prison des Occidentaux autour véritablement de leurs écoles rhétoriques. Je suis franc-maçon, je suis dans la Rose-Croix, je suis dans l'Église Club. Parce qu'on veut avoir tout de suite un avantage. Mais c'est normal, voilà. Yamba. Et ça, l'Occident a fait son temps et a démontré ses limites, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, revenons à notre sujet proprement dit. Qui est élite, qui ne l'est pas? Est-ce qu'un professeur d'université est-il une élite? Les élites de servitude ne sont pas des élites. Un professeur d'université, il enseigne. C'est vrai. Ah ben, il enseigne. Il peut prendre n'importe quel livre, il n'y a pas d'inspecteur. Hein. Et il enseigne. Vous avez vu un inspecteur derrière les bancs à l'université, il est en train de corriger les profs. Mais il enseigne, il peut prendre les livres, n'importe quel livre dans la bibliothèque. Nous avons besoin, non pas de professeurs qui seulement parlent par rapport à ce que les Occidentaux ont inventé. Et d'ailleurs, parmi les professeurs, il y a une confusion terrible. Nos professeurs sont répartis dans les différents courants. Il y a des marxistes, il y a des léninistes, il y a des hegeliens, il y a des darwinistes, etc. Donc, alors maintenant, quand est-ce qu'on va parler des diopistes comme Anta Diop? Il y en a, ils sont très peu. Nous voulons vraiment que nous ayons, non pas des étiquettes, tu vois, que nous ayons des hommes et des femmes qui sont capables, au travers de son domaine de prédilection, qu'ils inventent, qui nous propose des choses pour faire transformer la société. Pas de sciences de chambre. Mais quel exemple d'une élite qu'on peut prendre aujourd'hui pour les cas de la République démocratique du Congo? Étienne Tshisekedi est-il élite? Étienne, oui, c'est une divinité. C'est une divinité. Parce qu'il a vu long. Et il a fait des prédictions. Mais maintenant, il faut prendre. Il faut considérer là où il est arrivé. Et il faut capitaliser. Par une élite politique responsable, par une élite intellectuelle, et qui doit véritablement analyser comment un homme qui a évolué dans un environnement pollué et qui n'a pas accepté véritablement de se faire corrompre. Le maréchal Mobutu est-il une élite? L'élite, c'est... Bon, on parle de l'élite politique. L'élite politique. Oui. Le maréchal était très charnel. Le maréchal était très charnel, il avait des discours, et puis bon, il est dans la forme de l'élite occidentale. Certes, le maréchal apprenait à un moment donné l'authenticité, mais qui ne comprenait pas, qui n'avait aucune maîtrise, etc., et qui n'a pas continué. Et pourtant, c'est qu'il a copié quelque part. Il aurait pu faire des grandes recherches par rapport à ça, encore que bon, les collaborateurs n'ont pas suffisamment avancé par rapport à ça. Mais bon, il a posé quand même certains actes. Mais écoutez, le pays n'a pas changé, non? Oui. Il a laissé le pays à moins $1 milliard de budget annuel. Et pourtant, nous sommes une grande nation et de grandes ressources, etc. Sékou Touré, Léopold Sédar Senghor. Oui, mais ce sont nos précurseurs. Mérite, respect et considération. Ils avaient vu loin. Chacun a fait sa partition, y compris Mobutu aussi. Hein. Il a fait sa partition. C'est à nous maintenant de comprendre leurs limites et de nous engager résolument pour qu'on avance. Sékou Touré, il a parlé des États-Unis d'Afrique. Déjà en 1960 avec Kwame Nkrumah, avec Modibo Keïta, avec Patrice Lumumba, avec Sylvanus Olympio. Avant eux, il y avait Marcus Garvey, Malcolm X. Vous avez des gens comme les Haïtiens comme Toussaint Louverture, Firmin en ténor, etc. Tous ces gens-là, William D. Boyce, ce sont des Africains. Joseph Kabila. Comme qui? Élite. Je dis qu'il y a élite afrocentrique et des élites hérocentristes. Des gens qui imitent ce que fait l'Occident. Oui. Et ce que fait l'Occident, ça ne peut pas nous donner des solutions. C'est comme vous. C'est comme toi, là. Tu es élite. Mais lorsque tu es élite, copiste, serviteur, esclave de l'Occident. Mais lorsque Joseph Kabila a organisé les élections sur fond des décaissements propres, sans pour autant faire allusion à l'assistance financière, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est élite? Vraiment, le pays est enterré complètement, franchement. Le pays est enterré. Comment? La récompense d'un devoir, c'est le devoir lui-même. Vous voulez que, quand les États-Unis organisent ces élections, ils viennent demander l'argent ici. Et quand on mais c'est déjà un pas par rapport à une certaine routine, mais c'est Norbert Yamba Yamba. Arrêtez ça.
On ne peut pas se complaire de petites choses. On ne peut pas. On a organisé les élections avec les fonds propres et les résultats. On en est où là? Quelle est devenue la situation aujourd'hui dans notre pays? On a mis en place une coalition que personne ne croit. Tu t'imagines ça? Et alors maintenant, voyez ces résultats-là. Est-ce que c'est vrai, ces résultats-là? Et ça nous a amené à marcher ou à reculer? Non, mon cher ami, écoutez, il ne faut pas me ramener sur des petites choses élémentaires. Je dis que vous tous, si vous vous réclamez être élite, vous êtes des élites, mais des élites de servitude, des élites des esclaves, des élites où on ne peut pas changer la situation dans notre pays. Il faut que nous soyons conscients de ça. Mais c'est Norbert Yamba, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Maintenant, on vit de sauver ces pays. Quel est le devoir des citoyens instruits pour accéder bien évidemment au développement devant une élite responsable? Non, c'est difficile parce qu'on est des prisonniers. On est des prisonniers. Et pour s'en sortir, il faut une révolution spirituelle. Il faut la reconstruction d'une spiritualité authentique. C'est cette spiritualité authentique qui va générer les génies propres. C'est ce génie propre qui va construire la pensée autonome. Et tout cela mérite qu'on puisse visiter les différentes religions qui ont existé. Et nous avons toujours pensé que nous puissions construire un État fédéral d'Afrique, nous puissions organiser une rencontre œcuménique où toutes nos religions traditionnelles, toutes nos religions africaines, tous les soi-disant praticiens, chefs coutumiers, etc., on se retrouve et on définit ce que peut représenter notre propre religion. À ce moment-là, nous allons mettre nos dogmes, nos pratiques, et nous allons restaurer notre spiritualité. Et c'est à ce moment-là que nous mettons les États-Unis d'Afrique, que nous allons véritablement sortir de l'économie des containers pour aller véritablement vers un agenda stratégique innovant qui nous permette de construire une approche, un paradigme afrocentrique, un paradigme foncièrement africain, ou à rentabilité interne, où on va avoir des sciences, on va avoir des technologies, on va avoir des inventions qui permettent de construire, de transformer les richesses potentielles, qui nous permettent d'avoir des richesses additionnelles, trouver du travail pour les jeunes et faire en sorte que nous puissions participer à la redéfinition de l'ordre international. À ce moment-là, il y aura égalité dans les relations diplomatiques, comme font aujourd'hui les Asiatiques avec les Occidentaux. Ne pas tenir compte de tout ça ne nous donnera aucune opportunité pour que nous puissions nous en sortir et il n'y aura pas d'élite pour transformer notre pays. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de votre magazine, mais malgré les thèmes qu'on a débattus ce soir, il ne sert à rien de dénigrer nos élites, parce que la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais il appartient maintenant aux jeunes générations et à nos élites de prendre un autre aspect du problème, remettre en question certaines données de notre tradition, afin d'ouvrir à notre avenir d'autres perspectives. Nous mettons en place la nouvelle vision panafricaine pour que les élites des servitudes, ensemble, nous puissions réfléchir pour que nous puissions mettre en place un paradigme fondamentalement africain et nous allons nous en sortir, soyez-en rassurés. Et nous avons pour cela une vision panafricaine comme émission qui passe dans la télévision YouTube, Vision panafricaine TV. Abonnez-vous. Et ceux qui veulent véritablement nous contacter peuvent passer au numéro 082 00 199 13. 082 00 199 13. Ensemble, comme un seul homme, nous allons réfléchir, nous allons dégager des pistes de solutions et ça sera le début du commencement. Ça sera un premier pas et le premier pas a toujours été le plus long. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre chaîne.